Ça, c'est vous. Un enfant insouciant qui n'a peur de rien et qui teste absolument tout. Un enfant qui aime découvrir, qui aime apprendre et qui a des rêves plein la tête. Et ça, c'est votre vous actuel. Un adulte, ou disons plutôt un grand enfant, incapable de se lancer ou de réaliser le moindre rêve. Tétanisé par une force invisible qu'il maintient dans sa tête, dans sa petite vie tranquille. J'ai vécu tout ça. J'étais paralysée, parce que ce n'était pas le bon moment. Parce que je n'étais pas encore prête. Alors j'ai essayé de comprendre. On va plonger ensemble dans ce que j'ai découvert et autant vous dire que ce n'est pas exactement l'explication que j'attendais. On est nombreux à hésiter, à cacher un projet au plus profond de notre esprit, à le garder pour plus tard, pour le moment où on osera ou pour le moment où on sera prêt. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se dit tous ça et pourquoi en se disant ça, on ne se lancera probablement jamais. Je ne vais pas vous faire une énième tirade de développement personnel. On va aller plus profondément que ça. La première question que je me suis posée, c'est quel est le risque si je me lance ? Et à vrai dire, un des risques principaux, c'est d'échouer. Mais échouer par rapport à quoi ? On échoue par rapport à quelque chose. Par exemple, on ne peut pas perdre de l'argent si on n'en a pas. Pour échouer, il faut quelque chose à perdre, mais quoi ? Eh bien, une des premières choses qu'on peut perdre, c'est nous-mêmes. Ou plutôt ce qu'on a construit de nous. Mais pour comprendre ce qu'on a à perdre, il faudrait déjà savoir comment on se définit. Une théorie que j'aime beaucoup, c'est celle de Coulet, qui nous dit que le moi, donc notre personne, n'existe pas sans la société. On se construit à travers l'interaction, à travers nos proches, nos collègues et toutes les interactions sociales. Et il introduit le concept du moi miroir. En fait, l'idée, c'est qu'on se voit à travers le regard imaginé des autres. Autrement dit, je vais me demander comment me voient les personnes autour de moi. Est-ce qu'elles me trouvent drôle, intelligente, courageuse ? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce miroir social, ce n'est pas un avis que nous a donné notre entourage. C'est notre imagination. On a essayé de percevoir dans l'esprit des autres notre apparence, nos manières, nos objectifs, nos actes, notre caractère. Et toutes ces impressions ont formé notre identité, notre moi. Par exemple, si toute mon enfance on m'a renvoyé l'image de la fille intelligente, il y a de grandes chances que cette qualité finisse par devenir une partie de mon identité. Donc on a déjà une première réponse sur ce qui va constituer notre identité et c'est précisément ça qu'on peut perdre. Sauf que pour moi, à ce moment-là, il y a une incohérence. J'ai toujours eu des avis positifs sur mon intelligence, que ce soit de mes parents ou de mes professeurs à l'école. Donc pourquoi moi, qui me suis créée avec cet environnement, je n'arrive pas à me lancer ? Autrement dit, si mon identité s'est construite autour de l'idée que j'étais intelligente, alors logiquement, j'aurais dû être confiante. Et pourtant, c'était l'inverse. Et c'est grâce à Carol Dweck que j'ai commencé à comprendre que je ne regardais pas le problème du bon côté. Elle a réalisé une étude sur 130 élèves de CM2. Elle leur a donné 10 problèmes à résoudre. Des puzzles, des matrices, tous les problèmes étaient volontairement faciles à résoudre et la plupart y sont arrivés sans grande difficulté. Elle a ensuite réparti les élèves en 3 groupes et les a félicités chacun d'une manière différente. Au premier groupe, elle a dit « Bravo, tu as réussi, tu dois être très intelligent ». Au deuxième groupe, elle a dit « Bravo, tu as réussi, tu as dû travailler dur ». Et le troisième groupe, étant le groupe témoin, elle n'a rien dit du tout. Ensuite, elle leur a demandé de choisir entre 2 puzzles, un facile et un difficile. Et là, elle se rend compte que le groupe auquel elle a dit « Bravo, tu as dû travailler dur » choisit le puzzle difficile à 90%. Alors que le groupe auquel elle a dit « Bravo, tu dois être intelligent » choisit le puzzle difficile à 40%. Donc si je résume, les enfants qu'on a complimentés sur leur intelligence ne cherchent pas à augmenter leur capacité puisqu'ils choisissent un puzzle facile. Autrement dit, le compliment « tu es intelligent » produit presque l'effet inverse de celui qu'on imagine. Ça semble contre-intuitif puisqu'ils devraient être plus confiants quant à leur capacité mentale. Si on revient à notre questionnement du début qui était « qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Eh bien ici, on se rend compte que c'est probablement l'intelligence, ou du moins la qualité qu'on nous a attribuée, qu'on a terriblement peur de perdre. Mais pourquoi cette qualité nous fait si peur ? Pourquoi on a peur de perdre notre intelligence et est-ce qu'on peut vraiment la perdre ? Eh bien, l'intelligence peut être vue de 2 manières.
la vision figée de l'intelligence, soit on est intelligent, soit on ne l'est pas, et l'intelligence est une quantité stable. Et la deuxième vision de l'intelligence qui est malléable et qui sous-entend que l'intelligence peut se développer, donc qu'elle se modifie constamment. Dans le premier cas, si l'intelligence est une quantité stable et figée, alors l'échec révèle une limite. Il nous dit que nous ne sommes peut-être pas si intelligents que ça. Autrement dit, dans cette vision, échouer ce n'est pas simplement rater quelque chose, c'est perdre une partie de soi. Dans le deuxième cas, si l'intelligence évolue, alors l'échec informe et aide à développer cette intelligence. Je ne vais pas me dire que je perds quelque chose si j'échoue, mais je vais plutôt essayer de comprendre pourquoi j'ai échoué, ce qui va faire augmenter cette intelligence. Bon, vous voyez où je veux en venir. J'ai longtemps considéré l'intelligence comme quelque chose de figé. Donc forcément, dès qu'on me lançait un nouveau défi, j'étais terrifiée à l'idée de me rendre compte que je n'étais peut-être pas si intelligente que ça. C'est sur ces deux types d'intelligence que Jennifer Mangels a enquêté, et elle est allée voir ce qui se passait dans le cerveau. Elle a pris 47 étudiants et elle les a classés selon leur vision de l'intelligence. Elle a utilisé un questionnaire spécifique pour savoir si les étudiants considéraient l'intelligence comme figée ou plutôt comme malléable et évolutive. L'étude se passe en 4 étapes. On va poser une question à l'étudiant, quelle est la capitale du Congo? On lui demande son niveau de confiance, à quel point il pense avoir raison. On lui dit s'il a répondu correctement ou non, et on finit par lui donner la bonne réponse. Sur tous ces étudiants, ils ont mis des casques pour mesurer l'activité électrique dans le cerveau. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne regardent pas seulement si les étudiants ont tort ou raison. Ils regardent surtout ce que leur cerveau fait face à l'erreur. On va regarder 2 choses. L'activité P3, qui arrive très rapidement après un événement et qui est liée à la surprise ou à la détection d'un événement important. La deuxième chose qu'on va aller explorer, c'est le LTN, qui va arriver moins rapidement et qui va être associé à un traitement sémantique et un encodage dans la mémoire. Si on simplifie, P3 va se demander « est-ce que c'est important ?» et LTN va se demander « qu'est-ce que j'en fais ?» et « est-ce que j'intègre cette information ?» Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque dans nos 2 groupes ? Eh bien, le premier groupe, qui croit que l'intelligence est figée, va beaucoup plus réagir au niveau P3 lorsqu'on va leur dire si le résultat est correct ou non. Le verdict en lui-même prend énormément de place. Il y a une sorte de panique face à un résultat qui pourrait remettre en question leur intelligence. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on montre la réponse à la question posée. Le premier groupe va avoir un LTN assez faible, tandis que le deuxième groupe va avoir un LTN plus élevé, donc un encodage dans la mémoire plus important. Si je simplifie, le groupe qui pense que l'intelligence est figée ne va pas chercher à retenir la réponse. Il va rester bloqué sur l'échec, tandis que l'autre groupe va être moins sensible à l'information liée à l'échec et va essayer de retenir la réponse. Donc là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'avec une vision figée de l'intelligence, on s'auto-sabote. On focalise toute notre attention sur l'échec plutôt que sur l'apprentissage. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant des années. Pour être honnête, j'étais bien plus focalisée sur les notes au lycée plutôt que sur la correction ou l'appréciation du professeur. Je ne cherchais pas vraiment à apprendre. Je cherchais surtout à vérifier que j'étais intelligente. Je m'arrêtais à l'échec ou à la réussite et le reste importait peu. Je pense qu'on est beaucoup à penser que l'intelligence est figée et qu'il y a sur Terre des personnes intelligentes à la naissance et des personnes un peu stupides. Et si tout ça, c'était faux? Et si demain, vous pourriez devenir stupide? Alors non, ce n'est pas rassurant. On aime les états figés en tant qu'humain puisqu'ils rassurent. On aime pouvoir se dire que nos qualités ne vont pas disparaître et qu'on n'a pas besoin de les entretenir ou de les remettre en question constamment. C'est tout le principe de la zone de confort. Une zone de confort, c'est une zone stable dans laquelle l'intelligence et toutes vos qualités mentales semblent rester stables. Du moins, c'est probablement l'impression que vous avez et que j'ai eue très longtemps. Chaque jour, les choix que je fais de me lancer ou de ne pas me lancer vont forger la personne que je suis. Comme le dit Sartre, l'homme n'est rien d'autre que la somme de ses actes.
Autrement dit, je ne suis pas ce que je pense être. Je ne suis pas ce qu'on m'a dit que j'étais. Je suis ce que je fais chaque jour. Quand on raisonne comme ça, le potentiel ne vaut plus grand-chose puisqu'il n'existe pas dans le réel. Donc il ne nous définit pas. Et je sais que cette idée est violente parce qu'elle détruit quelque chose qu'on aime profondément. Le fantasme de ce qu'on pourrait être. Pour Sartre, il n'existe pas de réalité en dehors de l'action et je trouve ça perturbant puisque ça dit en quelque sorte que nous ne sommes pas vraiment définis, que chaque définition de nous-mêmes évolue chaque jour, que rien n'est figé et que nous pouvons être n'importe qui par l'action. Finalement, si on considère la vision de Sartre et l'intelligence comme quelque chose qui évolue, nous n'avons plus grand-chose à perdre. Et c'est peut-être ça qui est le plus déstabilisant. Si rien n'est figé, alors il n'y a plus vraiment d'identité à protéger. Et finalement, le pire que vous risquez, c'est de vous rendre compte que vous êtes stupide comme tous les autres, que vous n'êtes pas si intelligent. Ou peut-être, plus honnêtement, de vous rendre compte que vous êtes simplement humain, que vous êtes normal, que vous n'avez rien d'incroyable. C'est douloureux et puis ça devient agréable. Parce que tout devient possible sans l'angoisse de se perdre puisqu'il n'y a rien à perdre. Et finalement, je crois que le vrai piège n'est pas de manquer d'intelligence. Le vrai piège, c'est d'avoir construit son identité autour d'elle. Parce qu'à partir du moment où votre identité dépend de cette intelligence, quelque chose change. Vous ne cherchez plus vraiment à apprendre, vous cherchez à avoir raison. Vous ne cherchez plus à explorer, vous cherchez à vous protéger. Et c'est là tout le paradoxe. À force de vouloir protéger notre intelligence, on finit par ne plus l'utiliser pour ce qu'elle a de plus beau. Apprendre, explorer, se tromper, comprendre. Plus on a besoin de protéger son intelligence, moins on est libre de l'utiliser. Peut-être qu'être intelligent n'a jamais été le but. Peut-être que le vrai luxe, c'est de pouvoir penser, apprendre, créer, sans que notre ego soit constamment en jeu. Alors la prochaine fois que vous voulez féliciter quelqu'un sur son intelligence, félicitez-le plutôt sur son effort, son travail, sa volonté. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui fait plutôt que quelqu'un qui pourrait le faire mieux.